Le journal avec Antoine Diouf. C'est mal parti pour le premier jour de la campagne électorale teintée de violence. D'abord, l'attaque contre le cortège de Abass Fall à Mermoz avec des militants blessés et des véhicules endommagés. Ensuite, vers 4 heures du matin, plus d'une vingtaine de personnes ont tenté de s'introduire dans les bureaux du siège de Taxawu Sénégal à Sacré-Cœur. Ces individus seraient armés de coupe-coupe d'armes à feu et de cocktails Molotov. Des dégâts matériels ont été enregistrés avec des vitres de véhicules brisées, des t-shirts stockés dans des magasins incendiés. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre le feu. Khalifa Sall est attendu sur les lieux. C'est son siège. Cette violence notée à Dakar a poussé certains citoyens à déplorer ce climat tendu. Les populations appellent les acteurs politiques à convaincre par les idées et non par la violence. Comme le président de la République, ils exhortent les uns et les autres à promouvoir une compétition pacifique. Un reportage réalisé à Guédiawaye par Maound Lamine Fati. La violence s'invite dans la campagne électorale, un phénomène dénoncé par Modou Diop qui estime qu'il faut convaincre par les idées plutôt que par la violence. C'est regrettable. Hier, le démarrage de la campagne avec beaucoup de violence, c'est regrettable et c'est pas bon. Je crois qu'il faut se battre avec des idées, non pas par la violence. Il faut qu'ils sachent que les gens qui votent ne sont pas dans la rue. Les gens qui votent sont dans les maisons. Il faut arrêter la violence et aller dans les urnes pour gagner. En pleine discussion sur une place publique, Pierre Sagna exprime fermement sa condamnation de la violence. Il invite les acteurs politiques à mener une campagne pacifique et respectueuse, loin des affrontements. Il faut bannir tout ce qui est violent. La violence n'est pas bonne. Que chacun fait sa campagne librement. Ils amènent des nervis là, attaquer tel idée, là-bas de l'autre côté, c'est pas bon. On est tous des Sénégalais. On n'a qu'à faire ce que le pays a demandé. Moi, qu'on soit calme, apaisé, avec notre conscience. Le jour du vote, on vote carrément, comme ça s'est passé le vote présidentiel, et que chacun rentre chez lui, qu'on attend les résultats. C'est tout. Parmi les voix qui s'élèvent contre ce climat tendu, Serigne Modou, un jeune de 23 ans, est propriétaire d'un salon de coiffure. Il appelle ses pairs à refuser toute forme de violence durant cette période électorale. Aujourd'hui, il faut que les jeunes soient conscients que la violence n'a aucun rendement pour eux. Il faut qu'ils travaillent et essaient de s'en sortir et aider leurs parents. Il faut aussi que les politiciens puissent savoir cela. Il faut que nous jeunes, nous refusons catégoriquement d'entrer dans la violence que nous invitent certains politiciens. Nos interlocuteurs, sans exception, condamnent cette escalade de violence. Ils exhortent les politiciens à conduire leur campagne sans recourir à la violence, suivant ainsi l'appel du président Bassirou Diomaye Faye à promouvoir une compétition saine et respectueuse des valeurs démocratiques. Guédiawaye Maound Lamine Fati. Cette violence annonce une campagne électorale houleuse, conviction d'un membre de la société civile et du Forum civil. D'après Djibril Gueye, depuis 2014, les relations entre acteurs politiques ont changé avec une violence inexplicable. Il est joint par iRadio. Ce début de campagne électorale déjà assez violent peut présager à une campagne assez houleuse de confrontation aussi. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, c'est lié tout simplement à la dénaturalisation de l'espace politique au Sénégal. Il y a presque depuis 2014, vous vous êtes tous rendu compte que les relations politiques entre acteurs politiques ont beaucoup changé. Et maintenant, adossées à une violence inexplicable, faisant fi à la loi, faisant fi à la même compréhension de la dimension politicienne de prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Mais maintenant, tout c'est des valivernes, c'est des insultes, c'est des violences physiques. Donc c'est ça qui aujourd'hui continue à gangréner l'espace et ça n'a pas changé. Djibril Gueye du Forum civil et l'invité du Midi King Hambourg, Maître El Hadj Oumar Youm, plaide pour une assemblée nationale avec une opposition forte. Le responsable départemental de l'APR invite le peuple à ne pas se tromper une deuxième fois. Ces propos sont recueillis par Aboubakry Kane. Tout le monde sait que depuis 1960, le peuple n'a jamais été satisfait de son assemblée nationale parce qu'elle a toujours été à la solde de l'exécutif. Or, l'Assemblée nationale doit être indépendante du pouvoir exécutif car elle a trois fonctions
principales, le vote des lois, le contrôle de l'action publique et depuis 2016, l'évaluation des politiques publiques. L'Assemblée nationale est le seul pouvoir qui contrôle l'autre pouvoir. C'est dire que c'est une institution forte. Pour moi, cette dernière législature est la meilleure qu'on ait eue. Cette législature traduit le mieux l'esprit de la Constitution en termes de dialogue et de compromis. L'opposition parlementaire joue donc un rôle important dans la démocratie, car l'Assemblée nationale représente le peuple. Elle détient la souveraineté populaire, selon l'article 3 de la Constitution. C'est pourquoi nous devons avoir une opposition qui soit majoritaire ou une opposition forte à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas qu'on se trompe deux fois, le 17 novembre. Maître El Hadj Oumar Youm, propos recueillis et traduits par Aboubakr Kane. Il est midi, passé de 7 minutes, vous écoutez à Mbour e-radio sur la 97.7. E-radio, c'est la confiance. Notre ambition, c'est de vous servir à tout moment. Défaut de paiement des bourses des étudiants, l'ancien secrétaire général adjoint du CS justifie cela par les nombreuses perturbations dans nos universités avec le dépassement des années calendaires. Il ajoute que cela pose également le débat sur l'état des finances publiques avec toute cette contradiction notée ces derniers temps. Écoutons Moustapha Sall avec Alassane Samba Diop. Alors, si vous avez des années académiques qui sont extrêmement perturbées, vraiment qui tirent en longueur, on raisonne depuis la réforme LMD 2011-2012 sur le système des semestriels. Mais quand un système semestriel dépasse des années calendaires, ça pose un sérieux problème. Si vous avez, je donne l'exemple souvent du master, qui peut être sur 2 ans, et maintenant qui est presque sur 3 ans ou 4 ans ailleurs, cela va de soi que les étudiants, après 2 ans, le droit à la bourse normale, vont demander une bourse d'accompagnement. Parce qu'il y a une distorsion du calendrier universitaire. Cette année encore, on est dans ce cas de figure où on a fermé les universités sur 9 mois, c'est presque une année blanche, et là on revient, et là justement les étudiants disent que pour reprendre, il faut qu'on nous donne la bourse qui nous permet de vivre. Et là, c'est le cas qui se pose actuellement, et justement ça repose la problématique de l'état des finances du pays. On voit qu'effectivement, il y a un débat entre le gouvernement sortant et celui entrant. Les finances publiques sont bien assainies, il y a de la liquidité, ceux qui en disent qu'il n'y a plus rien dans ce pays. En tout cas, quoi qu'il en soit, le résultat est que les étudiants attendent leur bourse, le dû, et on nous leur dit qu'il n'y a pas encore assez d'argent. Donc, ce qui fait qu'il faut régler cette question le plus rapidement possible pour que les étudiants puissent avoir de quoi revenir dans les universités. Ça aussi, ça va pouvoir poser la problématique de travailler à normaliser le calendrier universitaire. Parce qu'au niveau de la direction des bourses, la direction des bourses travaille avec les données qui viennent des services pédagogiques des facultés. Les services pédagogiques ne peuvent travailler que sur des données, des résultats des examens et des évaluations. L'invité de la matinale d'e-radio est revenu également sur le décret signé en février 2024 et déclaré perdu par les autorités et qui devrait permettre aux veuves des enseignants de percevoir une pension. C'est frustrant et écœurant, a déclaré Moustapha Sall, toujours au micro d'Alassane Samba Diop. Les enseignants, quand ils sont à la retraite, ils perçoivent leur... Mais la douloureuse problématique, c'est quand ils décèdent. Quand ils décèdent, leurs ayants droit, qu'elle soit la veuve ou le veuf, ne peuvent plus bénéficier de cette retraite-là. Et ce qui est une incongruité extraordinaire dans un système où le code des civils et militaires vous dit qu'effectivement, vous avez droit à une pension de réversion. Et donc, ça, on ne peut pas accepter donc qu'un universitaire soit privé, même à sa mort, que ses enfants puissent bénéficier un peu de cette maigre pension qui lui est donnée. C'est ça exactement le problème que le SAES pose. Et ce qui est encore plus bizarre et plus frustrant et plus écœurant, c'est que justement, on nous dit que le décret a été adopté en Conseil des ministres le 24 février 2024 et que ce décret-là est introuvable. On ne peut pas nous dire dans un pays sérieux, dans un gouvernement sérieux, dans un État sérieux, qu'effectivement, à la date, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de traces, mais le secrétariat général du gouvernement est là. Ils n'ont qu'à aller chercher le niveau, parce que je vous dis, on parle toujours du décret modifié.
Mais il doit y avoir un numéro de ce nouveau décret-là qui modifie le décret précédent. Le SAES ne demande qu'à qu'on lui donne ce décret-là pour qu'on puisse aller au FNR en disant appliquer. Parce que quand vous allez au FNR, le SG du SAES, ou les ils vont dire on n'a pas de décret. Donnez-nous le décret. On vous demande là-bas, on vous dit il n'y a pas de décret. Il faut appliquer. Mais non, attends, c'est un jeu de yo-yo. Il faut qu'on ait ce décret-là et c'est la problématique qui est très sérieuse et que toute la communauté universitaire est mobilisée autour de cet objectif. E-Radio, c'est partout au Sénégal. Conduire sans permis ou détenir une fausse attestation, cela est fréquent. Des célébrités ont eu à être arrêtées pour ces infractions. Prétexte l'affaire Ahmed Ndoye, présentée au procureur aujourd'hui. Sur la question, des citoyens se sont prononcés et c'est pour dénoncer de telles attitudes. Un reportage de Ndiogou Faye. L'utilisation du faux permis ou la conduite sans papier valable sont devenues de plus en plus fréquentes sur les routes. Certaines personnes font recours à des moyens frauduleux pour obtenir un permis et d'autres s'en passent même. Ndongo Ndiaye, travailleur de la société Dakar Demdik, fustige cette attitude de certains conducteurs. Ceux qui conduisent sans permis, vraiment, je vois que c'est un crime. C'est pas normal. On ne doit pas conduire sans permis. Si on dit permis, donc il faut le chercher. C'est pas normal. Le permis, c'est pour tout le monde. Trouvé non loin du terrain Nyaritali, Mayekor Faye, assis sur sa moto, emboîte le même pas, estimant également que la police ne peut pas faire tout le contrôle. Que tu sois célèbre ou pas, c'est anormal de conduire sans permis. Même si c'est le président qui le fait, il doit être arrêté. La police ne peut pas tout contrôler. Donc c'est aux gens d'être responsables. Ces faux permis posent un sérieux problème de sécurité routière. Les conducteurs non qualifiés mettent en danger non seulement leur propre vie, mais également celle des usagers. C'est l'avis d'Abdou Baldé. Ce père de famille appelle à revoir le système d'octroi des permis et sur le contrôle sur les routes. Je pense que l'État doit revoir le processus d'octroi des permis. Le plus souvent, certains font recours à des pratiques frauduleuses pour obtenir un permis, ce qui est vraiment grave. Il faut plus de contrôle. En attendant des solutions concrètes, l'éradication complète de ce fléau nécessite une sensibilisation continue et une implication citoyenne. Et comment faire face à l'usage de faux permis ou aux fausses attestations? Question à un expert des transports. Ibrahim Ndongo précise déjà que cela n'est plus possible avec le permis biométrique. Notre interlocuteur ajoute que même l'attestation est supprimée et remplacée par une convocation à comparaître. Nous l'écoutons avec e-Radio. Être détenteur d'un faux permis de conduire au Sénégal, je dois dire que c'est quasiment impossible désormais du fait que le nouveau format de permis biométrique est sécurisé en amont et en aval. Depuis sa production, il faut d'abord, en dehors des documents administratifs requis, il faut le groupe sanguin, il faut une photo d'identité judiciaire, il faut les empreintes digitales des 10 doigts. Donc à ce niveau, il ne peut plus y avoir de faux permis, aussi bien à la production que la délivrance. Et aussi, s'il faut renouveler le permis, on reprend intégralement toutes les formalités comme si on n'a jamais eu de permis. Il faut dire qu'au Sénégal, pour obtenir un permis de conduire, ce n'est pas du tout compliqué. Le problème qui se pose aujourd'hui, après le permis de conduire, et là, il est possible encore, malgré la pertinence des textes, il est encore possible de conduire avec une fausse attestation. Parce que selon la loi publiée au journal officiel, le numéro 6151, la 149e année du samedi 6 mars 2004, il est dit de façon claire et nette que pour lutter contre la corruption, l'article 101 supprime les attestations qui sont remplacées par des convocations dont le contenu est strictement réglementé. Il faut dire que l'attestation est supprimée par la loi même, qu'elle est remplacée par une convocation à comparaître. Et cette commission-là, elle est démocratique parce qu'il y a le directeur régional des transports routiers, il y a un représentant du procureur, il y a un représentant de la gendarmerie, un représentant de la police, un représentant du syndicat le plus représentatif, un représentant du médecin-chef de la circonscription et le contrevenant lui-même. Et là, c'est un tribunal. Il se défend et si les fautes qui lui sont imputées ne sont pas avérées, on lui restitue son permis. Si c'est avéré, c'est là-bas où on lui donne les sanctions. Vous écoutez e-Radio sur la 90.3 FM Dakar. Midi passé de 16 minutes. SOS pour la Poste. Des voix s'élèvent pour demander de l'aide en faveur de cette société nationale. On peut citer
celle du président de l'association des diplômés des écoles de la Poste. Oui, nous écoutons Aliou Dem au micro d'Abouakri Kana. Malgré les difficultés que nous rencontrons, si la Poste bénéficie du soutien qu'il faut à l'État, parce qu'on a un problème de sureffectif qui est comme du plomb lesté dans les ailes de la Poste qui l'empêche de prendre l'envol. Cela a une conséquence très grave, c'est-à-dire toutes les recettes qui peuvent être générées par la Poste servent à financer les rémunérations des salariés en plus de ce que l'État nous a fait. Les défis, il y a d'abord le secteur dans lequel nous évoluons, c'est un secteur qui se développe, d'autres partenaires qui ont la licence interviennent, et un secteur informel également très puissant. Mais il n'empêche que la Poste aujourd'hui peut tirer son épingle du jeu s'il a les moyens logistiques qu'il faut. Donc se retrouve un cadre vraiment de gestion tout à fait normal. Et ce défi-là, la Poste, je pense que compte tenu de sa position, de son étendue, de son histoire, son savoir-faire de plus de 2 siècles sur la collecte, l'acheminement et la distribution du courrier, des services financiers, notamment la caisse d'épargne et les chèques postaux également, la Poste peut bel et bien tirer son épingle du jeu dans son secteur. À Darou-Mourti, après la construction d'une maternité dans cette localité, l'association Takou Defara Darou multiplie ses actes de bienfaisance dans cette cité religieuse. Elle a remis des lampadaires aux autorités de la commune, un geste utile selon le président de l'association Takou Defara Darou qui annonce d'autres projets pour accompagner les populations. Là-dessus, Abdourahman Sarr au micro de Gorandaklo. L'association a été créée en 2020. C'était pour un élan de solidarité des ressortissants de Darou-Mourti. C'était pendant la pandémie, le Covid-19, que l'association a été créée. On a pu faire des reboisements. On a aussi fait des dons pour aider les populations qui étaient en difficulté. Mais aussi, on a construit une maternité parce qu'on avait constaté que la plupart des femmes qui accouchaient vivaient un véritable calvaire. C'est pourquoi on a fait une maternité. Et aujourd'hui, on a aussi fait 500 lampadaires d'un coût aussi de 10 millions de francs CFA. Donc c'est ça ce qu'on a fait. L'eau que nous buvons ici présente certains risques. C'est pourquoi on a un projet de filtrer l'eau que nous buvons ici à Darou-Mourti. L'actualité internationale sur e-Radio. Le groupe djihadiste Boko Haram a lancé cette nuit une attaque contre l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad, faisant tragiquement une quarantaine de morts. C'est ce qu'a annoncé la présidence du Tchad dans un communiqué. Mohamed Idriss Déby Itno s'est rendu sur place ce matin, a donc donné le coup d'envoi de l'opération Haskamnit pour poursuivre et traquer les assaillants juste dans leur dernier retranchement, selon la même source reprise par RFI. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila se dresse contre le projet de révision de la Constitution présenté par le président Félix Tshisekedi la semaine dernière. Dans un communiqué diffusé hier, la coalition de l'ancien président a appelé à faire barrage à la réforme via une mobilisation. Le camp de Joseph Kabila avait également voulu modifier la Constitution en 2015, y renonçant après l'indignation de la rue et de l'Église. Emmanuel Macron entame aujourd'hui à Rabat une visite d'État de 3 jours au Maroc. Le président français, accompagné de son épouse et d'une importante délégation économique, culturelle, sportive, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Après des années de brouille entre les deux pays, ce déplacement plusieurs fois évoqué et reporté depuis la réélection d'Emmanuel Macron vise à sceller la réconciliation et à préparer l'avenir. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui pour discuter de la situation au Moyen-Orient. Après une demande de l'Iran, le président égyptien a proposé hier une trêve de 2 jours à Gaza afin de permettre la libération d'otages retenus dans l'enclave palestinienne. Au Liban, l'armée israélienne a appelé la population à évacuer certains quartiers de tir dans le sud du pays. Le journal des sports de e-Radio vous est offert par la LONASE et 1xBet. Du football, la cérémonie de remise du Ballon d'Or est prévue ce soir à Paris. Il y a 30 nominés au total
Pour la troisième fois dans l'histoire, il est décerné sur la base des résultats de la saison plutôt que de l'année civile. Il s'agit de la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Pour cette édition, le journaliste Mbaye Jacques Diop soutient que Vinicius Junior du Real de Madrid est bien parti pour remporter le Ballon d'Or. Le président du club des experts sportifs parle aussi de Rodrigo de Manchester City. Mbaye Jacques Diop est avec iRadio. Vinicius part avec la faveur des pronostics au regard en tout cas de l'excellente saison qu'il a eu à produire lors de la saison 2023-2024. Mais il y a des paramètres que nous ne pouvons pas maîtriser. Vous savez, quand vous revisitez par exemple l'histoire du Ballon d'Or, ça me paraît un peu, excusez-moi du terme, un peu raciste dans la mesure où on a voulu effacer en tout cas la mémoire collective de Pelé. C'est pour cela pendant presque plus d'une décennie, on a rencontré, soit on a vu le Ballon d'Or être attribué à Ronaldo ou bien à Messi. Donc ça aussi, ça sujette à caution. Au-delà de ça aussi, il y a aussi Rodrigo qui a eu à faire aussi une excellente saison avec son club, mais au-delà de ça aussi avec l'équipe nationale. Je pense que ce sont les deux favoris. Mais en tout cas, Vinicius part avec la faveur des pronostics et je pense que cette année, le Ballon d'Or ne doit pas lui échapper. Au regard en tout cas surtout du fait qu'il a été très décisif lors des matchs du Real de Madrid, même s'il n'a pas été assez fameux lors de la Copa América. Mbaye Jacques Diop, il faut ajouter que 2 nouvelles distinctions doivent être décernés. Il s'agit de l'entraîneur masculin de l'année et de l'entraîneur féminin de l'année, reconnaissant la contribution des entraîneurs au succès sur le terrain. Un centre communal d'encadrement et de perfectionnement des jeunes sportifs de la commune de Darussalam est prévu. Ce sera donc en collaboration avec le service départemental de la jeunesse, du sport et de la culture de Nioro. Ce projet va aboutir à la création d'une académie à Darussalam. Écoutons le maire de cette localité, Moustapha Thiam, au micro de Sekou Diallo. Nous sommes vraiment très contents de ce projet. Un projet qui nous a été présenté par la chef de service des sports de Nioro, devant les jeunes, devant les régionales, devant tout le monde. Nous prions pour que ce projet soit un succès pour tout le monde. Parce que nous savons tous, ces genres d'infrastructures ne sont pas nombreuses dans la région de Kaolack, particulièrement dans le département de Nioro. Et si on lance ce projet avec vous, et nous savons tous qu'on vous a installé récemment, nous pouvons dire que vous avez fait des efforts pour changer le paradigme dans le domaine du sport dans le département de Nioro. Nous continuons à vous tendre la main et sommes prêts à collaborer avec vous pour d'autres réalisations. Le journal des sports de iRadio vous a été offert par la LONASE et 1xBet. Reportage sur iRadio. C'est une véritable équation à résoudre. Le stationnement à la cité Keur Gorgui pose problème. Pas assez de parking, pour ne pas dire qu'il n'en existe pas du tout. Les populations expliquent cette situation par l'étroitesse des rues dans ce paisible quartier de Dakar où de nombreuses entreprises se sont installées. Le reportage signé Koumbasei. Le problème de stationnement à Cité Keur Gorgui, une situation préoccupante. Sous le chaud soleil, les voitures occupent presque toutes les ruelles de la cité. Vêtu en tenue traditionnelle de couleur verte, Sana Kamara est retrouvé assis sur le banc du vendeur de café, manipulant son téléphone. Pour cet homme, la cité n'était pas prévue pour des entreprises, c'est pourquoi il y a moins de parking. Construction, c'était pas prévu d'abord qu'il y ait autant d'entreprises, mais après il y a eu tellement de sièges d'entreprises ici, du coup tellement d'employés qui ont des véhicules. Subitement, vous voyez, c'était pas prévu quoi. Les parkings, il y a moins de parking, donc les gens sont obligés de garer de gauche à droite d'une manière. Ça crée un certain embouteillage. Même si tu gares ta voiture, après tu vas sortir, tu as un problème parce qu'il y a quelqu'un qui est garé derrière. Tout. Donc c'était une cité à la base qui était prévue pour des habitations, mais après ça a pris tellement l'ampleur des entreprises. Il pense que la mairie doit prendre des mesures pour décanter la situation. Mais je pense que maintenant c'est à la mairie un peu de voir comment qu'il faut gérer cette situation. Donc essayer de voir avec les terrains qui restent comment aménager des parkings et tout quoi. Voilà, puisque c'est devenu donc un lieu
lieux où les entreprises sont très fréquentes. Puis c'est un peu ça en fait. Biran Sen dit que les routes sont étroites et que certaines maisons ne disposent pas de garage. Selon lui, le stationnement dans la rue est risqué, mais il n'y a pas d'autre choix. La route est étroite. Ils souhaitent avoir des parkings. Ils ont même essayé d'en créer, mais ça ne les suffit pas. La plupart travaillent ici et ils viennent avec leur voiture. Maintenant, beaucoup de maisons n'ont pas de garage. C'est pour ça qu'ils se garent dehors, même s'ils n'ont pas confiance parce qu'on peut trouver ta voiture dehors et la gâter. Mais ils n'ont pas le choix. Une situation qui prend de plus en plus d'ampleur. D'ici quelques années, si les choses ne sont pas améliorées, les voitures pourraient rencontrer des difficultés à circuler comme il se doit à Cité Keur Gorgui. L'invité du Midi King. L'actualité du jour passée à la loupe sur iRadio. Dans cette édition, Djibril Gueye, membre du Forum civil et membre également de la société civile. Bonjour Djibril. Bonjour Antoine. La violence au premier jour de la campagne électorale, on l'a noté. Y a-t-il lieu de s'inquiéter pour la suite? Ce début de campagne électorale déjà assez violent peut présager à une campagne assez houleuse de confrontation aussi. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, c'est lié tout simplement à la dénaturalisation de l'espace politique au Sénégal. Il y a presque depuis 2014, vous vous êtes tous rendu compte que les relations politiques entre acteurs politiques ont beaucoup changé. Et maintenant, adossé à une violence inexplicable, faisant fi à la loi, faisant fi à la même compréhension de la dimension politicienne de prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Mais maintenant, tout, c'est des valivernes, c'est des insultes, c'est des violences physiques. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, continue à gangréner l'espace et ça n'a pas changé. Mais quel levier activer pour calmer le jeu politique aujourd'hui? On va revenir au levier traditionnel. Vous savez, comme je vous l'avais dit aussi, Antoine, nous n'avons pas une démocratie au Sénégal. Nous avons des leviers pour aspirer à une démocratie. Et généralement, c'est pour apaiser les tensions et dire que c'est une démocratie. On a des leviers de maraboutique qu'on utilise pour dire aux gens de se calmer, aux leaders pour demander aux populations de se calmer. Je crois que il faut retourner à ces stratégies-là. Demandons à ceux qui, au moins les Sénégalais, les populations sénégalaises, croient en leurs paroles, croient à leurs directives, sans subjectivité, pour maintenant qu'ils s'impliquent dans la communication pour apaiser l'espace. Les autorités politiques au Sénégal sont tous dans la même rampe. C'est être au devant de la scène, vaille que vaille, avec tous les moyens, armes conventionnelles comme non conventionnelles. Et ça, tout le monde s'en est rendu compte. Et c'est ça qui déteint sur les relations même entre militants et même quelquefois entre acteurs d'une même coalition politique. Regardez maintenant, c'est les coalitions qui se cassent. Regardez maintenant, c'est de la transhumance à outrance. Qu'on ne lui prête pas un autre nom. C'est de la transhumance politique, maintenant beaucoup plus violent. C'est tout ce qu'on refusait hier pour apaiser les tensions et donner de la crédibilité à l'espace sont aujourd'hui les maîtres mots pour toujours essayer de remporter les législatives qui sont maintenant, qui demeurent un enjeu important, aussi bien pour la majorité que pour l'opposition. Très bien. Alors, on a entendu des déclarations à l'emporte-pièce pendant cette campagne qui vient de démarrer. Certes, on est en campagne, mais ne faut-il pas éviter une certaine manipulation à l'endroit de l'électorat? La manipulation de l'électorat au Sénégal a toujours été la règle du jeu. La manipulation à tous les niveaux. Maintenant, si on voit même les autorités politiques expliquer clairement leur manipulation pour être dans l'espace, pour être cru ou pas dans une démarche, je crois que cela aussi signifie autre chose. Aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. La manipulation ici au Sénégal, en ces périodes préélectorales,
en pleine campagne électorale, autant de miser autant de convaincre les Sénégalais sur l'avenir de notre pays. On veut faire en sorte toujours de se victimiser pour gagner la sympathie des Sénégalais. Et je crois que ça n'a rien à voir avec les convictions de vote qui doivent effectivement conduire le choix des citoyens sénégalais sur le futur autorité politique. Je crois que cette manifestation, elle est là. Il va falloir que maintenant, nous, citoyens, et notre rôle en tant que société civile, d'être à l'avant-garde. Sortons maintenant, communiquons directement avec les populations, continuons à les encadrer sur le choix et vraiment essayer, tant bien que mal, ou autant que faire se peut, de mettre à l'écart carrément de dépasser ces sources de manifestation-là, ces sources de manipulation-là, pour tout simplement se focaliser sur qui et pour qui on doit voter pour l'avenir de notre pays. Très bien. Merci à Djibril Gueye, membre de la société civile et du forum civil. Il était l'invité du Midi 15, midi 32 minutes. Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous offre la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures. KPay vous offre la revue de presse. Alba Trading, spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau, www.albatrading.sn. Alba Trading vous offre la revue de presse. OneXBet, parier et gagner. Rendez-vous sur www.onexbet.sn. OneXBet vous offre la revue de presse. Touba, Quincaillerie Générale, Cité Cœur d'Amel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28 vous offre la revue de presse. iRadio, la revue de presse. La presse du jour passée en revue par Alassane Samba Diop. Bonjour Alassane. Bonjour Antoine, bonjour à tous. C'est parti pour 21 jours de campagne de promesses et de délire. En ligne de mire, le 17 novembre prochain, jour d'élection législative. Le quotidien souligne les enjeux d'une campagne en fanfare. Ce sera la guerre des quatre grands. PASTEF fait recours à la transhumance selon mon confrère pour éviter une déroute. Amadou Ba veut se peser, Macky Sall joue gros, Barthélémy cherche à devenir incontournable. L'AS constate lui aussi que c'est un démarrage en fanfare. La coalition Samakadou appelle à corriger, selon elle, les erreurs de la présidentielle. Mohamedou Madana Kane, candidat, estime que le Sénégal est fatigué d'une Assemblée nationale à la remorque de l'exécutif. Macky Sall explique pourquoi il a accepté d'être tête de liste de sa coalition. Amadou Ba flingue le pouvoir et le maire de Guédiawaye lors de son passage dans cette localité. Pour Ousmane Sonko, il n'y a plus d'opposition au Sénégal. D'ailleurs, le Soleil souligne que le PASTEF démarre en trombe, les autres au petit trot. La chasse aux voix est ouverte selon le journal et chacun y va de sa stratégie. Caravane, meeting, point de presse, avec le départ de feu, chaque parti, chaque leader se jauge. L'Obs avec le PASTEF, il s'agit d'enquêter sur la capacité de Sonko à éteindre les flammes de la controverse. Amadou Ba table sur la réduction du coût de la vie. Barth en croisade contre le mensonge d'État établi en règle. Dans Source A, Samakadou demande l'arrêt de cette gestion chaotique du pays. Pour Amadou Ba, ils sont trop lents et traînent. Barth ouvre le feu sur Diomaye et Sonko, qui lui, d'après Sousa, fait focus sur le défi de 150 députés à l'Assemblée nationale ou rien. Pour l'I quotidien, le PASTEF, c'est une arnaque anti-valeurs, promesses non tenues, un régime aux antipodes des valeurs naguère incarnées. Le PASTEF est devenu un réceptacle de transhumants. Pour Racine Sy, candidat à la députation à l'Info, le peuple sera écouté et entendu. L'enquête s'intéresse à sa une aux promesses phares du nouveau pouvoir. L'appel à candidature, il souligne que c'est une désillusion polémique quant au non-respect de l'appel à candidature. Le régime semble marcher à reculons sur ce point. La violence, encore la violence, elle fait rage. Selon les Échos, le convoi d'Abbas Fall attaqué à Mermoz, Sacré-Cœur, militants blessés
véhicules endommagés. Abbas Fall, selon le journal, promet une riposte et invite ses militants à s'armer. La violence verbale est également de mise. À sa une, Walf rapporte les propos des différents candidats qui se lancent de joyeuseté. Sud Quotidien s'intéresse au trafic des produits de la faune au Sénégal. C'est pour décrier la faiblesse d'une loi qui favorise le braconnage. Le code est caduc. Le parc de Nyokologoba à la merci des braconniers, d'où une réforme urgente du code de chasse et de protection de la faune. Autour de la TVA, taxe à valeur ajoutée à restituer, c'est le bras de fer entre le fisc, la CSS et Africa Pesage. Une bataille entre mastodontes à la une de Libération. Pour la CAN de Bichoker, le football à la plage, le Sénégal est impérial. Pour la 8e fois, les Lions sont sacrés. Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous a offert la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures, KPay vous a offert la revue de presse. OneXBet, parier et gagner. Rendez-vous sur www.onexbet.sn. OneXBet vous a offert la revue de presse. Touba, Quincaillerie Générale, Cité Cœur Damel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28, vous a offert la revue de presse. Alba Trading, le spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau, www.albatrading.sn. Alba Trading vous a offert la revue de presse. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique de ce midi 15 Amadissi, à la production Maxime Sen. À 13h, vous avez rendez-vous avec Aminata Kor pour la grande édition en Wolof.